Mon fils m'a poussé à la table de Noël, cette place appartient à mon beau-père, sors de là. Je suis tombé par terre devant toute la famille, mais ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, je changerais sa vie pour toujours. Quand il s'est réveillé le lendemain matin. 47 appels manqués. Jamais je n'aurais imaginé que mon propre fils me pousserait si violemment à la table du dîner de Noël que je tomberais par terre devant toute la famille, juste pour que son beau-père puisse prendre ma place. Ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, je changerais sa vie pour toujours. Quand il se réveillerait le lendemain, 47 appels manqués l'attendraient, car parfois les conséquences arrivent quand on s'y attend le moins. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car nous publions de nouvelles histoires chaque jour. Laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Michael Miller. J'ai 68 ans et j'ai passé toute ma vie à bâtir un empire commercial en partant de rien. J'ai perdu ma femme bien-aimée, Rose, il y a 5 ans, et depuis lors, mon fils David était devenu la chose la plus importante dans mon monde. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à la nuit du 24 décembre 2024. Cet après-midi-là, je suis arrivé chez David le cœur rempli de joie. J'avais acheté des cadeaux spéciaux pour mes petits-enfants, Jacob et Isabelle, et j'avais apporté une bouteille de vin à $300 que je gardais pour une occasion spéciale. La maison était décorée de lumière dorée, et l'arôme de l'agneau rôti emplissait l'air. Tout semblait parfait pour une soirée en famille. « Papy Michael » crièrent les enfants en courant vers moi. Jacob, à 15 ans, était déjà plus grand que moi, tandis qu'Isabelle, 12 ans, s'accrochait encore à mon cou comme elle le faisait quand elle était petite. Leurs étreintes sincères furent le seul moment de bonheur authentique que je vivrais cette nuit-là. Teresa, ma belle-fille, m'a accueilli avec un sourire forcé. Il y avait toujours quelque chose dans ses yeux qui me mettait mal à l'aise, comme si elle pesait chaque mot que je disais. « Salut, Michael. Je suis si contente que tu sois arrivé tôt. » David est sorti de la cuisine, mais son accueil fut distant, presque mécanique. « Salut, papa. Laisse ton manteau là. » J'ai senti quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Il y avait une tension que je ne pouvais pas tout à fait identifier. La table était mise pour 8 personnes, mais nous n'étions que 6. David, Teresa, les enfants, moi, et nous attendions quelqu'un d'autre. « Quelqu'un d'autre vient ?» ai-je demandé en regardant le couvert supplémentaire. « Oui, mon père sera là d'un moment à l'autre », répondit Teresa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle parlait d'Anthony Moore, un homme d'affaires de 72 ans qui avait toujours été mon concurrent silencieux dans le monde des affaires. Quand Anthony est arrivé, tout a changé. David s'est complètement transformé, devenant serviable et attentionné d'une manière que je n'avais jamais vue avec moi. « Monsieur Moore, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Entrez, entrez. » J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai décidé de l'ignorer. Après tout, c'était Noël, et je voulais en profiter avec ma famille. Nous nous sommes assis à table, et j'ai pris ma place habituelle, celle qui avait toujours été la mienne lors des célébrations familiales, en bout de table, à côté de David. J'occupais ce siège depuis des années, depuis que Rose était décédée et que les dîners de famille avaient lieu chez mon fils. Mais alors qu'Anthony s'approchait, David m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Froid, calculateur, impitoyable. « Papa, il faut que tu te lèves de là. »« Quoi ?» ai-je demandé, confus. « Pourquoi ? Cette place est pour Monsieur Moore. C'est l'invité d'honneur. » J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en plein visage. « David, mon fils, je me suis toujours assis ici. C'est ma place dans cette famille. » La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Teresa regardait ses pieds, mal à l'aise. Les enfants avaient cessé de parler. Anthony se tenait là, observant la scène avec un mélange de gêne et de satisfaction. « Papa, ne rends pas les choses difficiles. Bouge. » « Je ne comprends pas, David. Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est alors que c'est arrivé. David s'est approché de moi, a posé ses mains sur mes épaules et m'a poussé avec une telle force que j'ai perdu l'équilibre. Mon corps de 68 ans n'a pas pu supporter la force et je me suis lourdement écrasé sur le sol, devant toute la famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les enfants ont crié mon nom. Teresa a porté ses mains à sa bouche. Anthony est resté immobile, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé le sang. La satisfaction. Du sol, blessé et humilié, j'ai entendu les mots qui allaient tout changer pour toujours.
cette place appartient à mon beau-père. Sors de là. À cet instant, alors que j'étais allongé sur le carrelage froid, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement ma dignité, mais quelque chose de beaucoup plus profond. L'image que j'avais de mon fils, l'amour inconditionnel que je ressentais pour lui, s'est effondré comme un château de cartes. Les enfants m'ont aidé à me relever, leur visage rempli de confusion et de douleur. « Ça va, papy » a murmuré Isabelle, les larmes aux yeux. « Je vais bien, ma chérie » ai-je menti en lui caressant les cheveux. Mais à l'intérieur, une tempête avait commencé à gronder. David avait déjà pris sa place à table, comme si de rien n'était. Anthony occupait ma chaise sans un mot. Teresa servait le dîner avec des gestes nerveux, évitant mon regard. Je me suis assis sur une chaise d'appoint, comme un invité de seconde zone dans ce qui était autrefois ma propre famille. Pendant tout le dîner, j'ai observé. J'ai observé comment David parlait à Anthony avec un respect qu'il ne m'avait jamais montré. J'ai observé comment Teresa buvait chaque parole de l'homme qui était maintenant assis à ma place. J'ai observé comment mes petits-enfants me regardaient avec tristesse, incapables de comprendre pourquoi leur père avait humilié leur grand-père. Et en observant, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue, aussi épaisse que de la fumée. Chaque bouchée avait le goût de la trahison. Chaque rire partagé entre David et Anthony me transperçait l'âme comme des poignards acérés. Mes petits-enfants essayaient de combler le silence avec des commentaires innocents sur leurs devoirs, mais même sentaient que quelque chose de fondamental avait changé dans notre dynamique familiale. Jacob a eu que des A ce semestre, ai-je commenté, essayant de retrouver un semblant de normalité au milieu du chaos émotionnel qui bouillait en moi. Oh, c'est vrai, répondit David sans même me regarder, entièrement concentré sur la découpe de la viande qu'il servait à Anthony. Monsieur Moore, l'agneau est-il cuit à votre goût? C'était comme si j'étais devenu invisible. Pendant 42 ans, j'avais élevé cet homme. Je lui avais enseigné des valeurs, des principes, je lui avais tout donné, et plus encore. Et maintenant, il me traitait comme un étranger gênant à sa propre table. Quand nous avons fini de dîner, je me suis excusé discrètement. Je vais juste aux toilettes un instant. Personne n'a répondu. Ils n'ont même pas levé les yeux de leur verre de brandy et de leur conversation d'affaires auquel moi, l'homme qui avait bâti l'entreprise familiale à partir de rien, n'était pas inclus. J'ai marché vers la salle de bain à pas lents, mais mon esprit tournait déjà à plein régime. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me fixait avait les yeux rougis, non pas de larmes, mais d'une colère froide qui commençait à se cristalliser en pure détermination. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à composer des numéros que je connaissais par cœur. Le premier appel était pour Edward Roberts, mon avocat personnel depuis 25 ans. Sa voix endormie a répondu à la 4e sonnerie. Michael, c'est la veille de Noël. Quelle est l'urgence? Edward, j'ai besoin que tu prépares des documents dès demain matin pour révoquer toutes les procurations que David a dans l'entreprise. Toutes, sans exception. Il y eut une longue pause. Edward connaissait parfaitement la structure de mon entreprise. Michael, es-tu sûr? Cela signifierait. Je sais exactement ce que cela signifie. Je veux aussi que tu annules toutes les garanties financières que j'ai co-signées pour lui. La maison, la voiture, les cartes de crédit de l'entreprise, tout. Que s'est-il passé? Mon fils vient de me montrer qui il est vraiment, et je suis sur le point de lui montrer qui je suis. Le deuxième appel était pour Linda Vance, ma comptable et directrice financière. Elle connaissait également chaque mouvement financier de la famille. Linda, désolé de vous déranger un jour férié. J'ai besoin que vous geliez tous les comptes joints avec David dès demain matin. Suspendez également son salaire et ses avantages de direction. Y a-t-il un problème juridique, Monsieur Miller? Non, Linda. Je reprends simplement le contrôle de ce qui m'appartient. Le troisième appel était le plus important. J'ai composé le numéro de Robert Fizet, mon bras droit dans l'entreprise, un homme loyal qui était avec moi depuis le début. Robert, pardon pour l'heure. Pourrais-tu aller au bureau tôt demain matin? J'ai besoin que tu retires toutes les affaires personnelles de David de son bureau. Vous le virez, patron? Il n'est plus le PDG. Tu prendras son poste à partir de demain. Prépare une lettre de licenciement immédiat. Motif légitime. Perte de confiance. Compris, Monsieur Miller. Autre chose? Oui.
Place une note sur son bureau qui dit « Ce bureau n'est pas pour toi ». Je veux qu'il comprenne parfaitement le message. Après les appels, je suis resté dans la salle de bain quelques minutes de plus, organisant mentalement chaque mouvement que j'allais faire. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la justice. Pendant des décennies, j'avais bâti un empire commercial. J'avais sacrifié mon temps personnel. J'avais travaillé 18 heures par jour pour offrir à ma famille une vie confortable, et mon propre fils venait de me montrer que tous ces efforts ne valaient même pas son respect le plus élémentaire. Je suis retourné dans la salle à manger avec un sourire calme qui cachait la tempête qui faisait rage en moi. La conversation s'est poursuivie sans moi, comme si je n'avais jamais existé. Les marchés européens sont très volatiles, commenta Anthony en faisant un geste avec son verre de cognac. Exactement, acquiesça David avec enthousiasme. C'est pourquoi nous pensons qu'une fusion entre nos entreprises pourrait être très bénéfique. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Une fusion. Il prévoyait de fusionner mon entreprise, l'œuvre de ma vie, avec celle d'Anthony, sans même me consulter. Une fusion, ai-je demandé d'une voix contrôlée. David m'a regardé comme s'il avait oublié que j'étais encore là. Oh oui, papa. Monsieur Moore et moi avons discuté des possibilités d'expansion pour mon entreprise. Enfin, techniquement, je suis le PDG, a-t-il répondu avec un sourire arrogant que je n'avais jamais vu sur son visage. Techniquement. Ai-je répété lentement, savourant chaque syllabe. Je vois. Anthony est intervenu de sa voix lente et calculatrice. Michael, tu comprends que les affaires modernes exigent de nouvelles approches. David a des idées novatrices. J'en suis sûr, ai-je répondu, en gardant mon sang-froid tout en notant mentalement chaque mot pour le règlement de compte à venir. Les enfants étaient montés dans leur chambre après le dessert, inconscients du drame qui se jouait entre les adultes. Teresa débarrassait les assiettes avec des mouvements mécaniques, clairement mal à l'aise, mais n'osant pas s'ingérer dans la conversation des hommes. Je pense qu'il est temps pour moi de partir, ai-je finalement annoncé, en me levant de la chaise d'appoint où j'avais été exilé. Bien sûr, papa, repose-toi bien, a répondu David sans lever les yeux de son cigare. Il n'a même pas pris la peine de me raccompagner à la porte. C'est Jacob qui a dévalé les escaliers en courant quand il a entendu que je partais. Tu pars déjà, papy ? Je pensais que tu restais plus tard comme d'habitude. Non, mon grand. J'ai des choses importantes à faire ce soir. Es-tu fâché à cause de ce qui s'est passé au dîner ? La question de mon petit-fils m'a transpercé le cœur. Même un adolescent avait senti l'injustice de la situation. Je ne suis pas fâché, Jacob. Je suis déçu. Mais parfois, les déceptions nous enseignent des vérités importantes. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt, mon garçon. Je t'aime très fort. N'oublie jamais ça. J'ai quitté cette maison en me sentant étrangement libéré. L'air froid de décembre a rempli mes poumons alors que je marchais vers ma voiture. Dans le siège du conducteur, avant de démarrer le moteur, j'ai de nouveau sorti mon téléphone. J'avais un dernier appel à passer. Cabinet d'avocat Lopez. Ici Michael Miller. Pardonnez-moi de vous déranger la veille de Noël, mais j'ai besoin de changer mon testament dès demain matin. Oui, c'est urgent. Très urgent. En rentrant chez moi, un sourire s'est dessiné sur mon visage pour la première fois de la soirée. David avait joué sa carte, croyant être en contrôle. Mais il avait oublié un détail fondamental. C'est moi qui avais construit le plateau de jeu, et demain, il découvrirait les vraies règles. Je suis rentré chez moi vers minuit, mais le sommeil était la dernière chose à laquelle je pensais. Tandis que le reste de Chicago célébrait Noël, je me préparais pour la bataille la plus importante de ma vie. J'ai allumé toutes les lumières de mon bureau et j'ai étalé sur mon bureau en chaîne tous les documents juridiques que j'avais accumulés en 4 décennies de travail. La première tâche consistait à examiner méticuleusement les statuts de l'entreprise. Je devais confirmer quelque chose que je soupçonnais. David n'avait jamais eu de participation réelle dans l'entreprise. Il était PDG par ma nomination, pas de droit. Toute son autorité dépendait de ma volonté, et cette volonté venait de changer radicalement. Alors que je parcourais les dossiers et les fichiers, mon téléphone a sonné. C'était Linda, ma comptable. Monsieur Miller, j'ai examiné les comptes depuis que nous nous sommes parlé. Il y a quelque chose que vous devez savoir de toute urgence. Dites-moi, Linda.
David a utilisé les garanties financières de l'entreprise pour des dépenses personnelles bien plus importantes que nous l'imaginions. L'appartement où il vit a une hypothèque de $600 000 co-signée par vous. Sa voiture de sport, $120 000. Les cartes de crédit de l'entreprise, Monsieur Miller. Il doit plus de $200 000 en achats personnels. L'information m'a frappé comme une enclume. Est-il en retard sur des paiements? Plusieurs. Sans vos garanties, il sera en défaut de paiement immédiat. Les banques commenceront les procédures de saisie et de reprise de possession dès demain matin. Si les garanties sont retirées. Parfait. Annulez toutes les garanties à l'aube. Êtes-vous absolument sûr? Cela ruinera sa situation financière. Linda, mon fils vient de ruiner quelque chose de bien plus précieux. Notre relation. Maintenant, il va apprendre ce que sont les conséquences. Après avoir raccroché, j'ai continué à examiner les documents jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Les contrats de travail de David. Mon entreprise, Miller Construction, Inc. Lui versait un salaire de $8 000 par mois, plus des avantages qui comprenaient une voiture de fonction, une assurance maladie privée, un compte de dépenses et une participation annuelle aux bénéfices. Tout cela allait disparaître en quelques heures. À 3 heures du matin, j'ai appelé Robert. Patron, je n'ai pas pu dormir en pensant à ce que vous m'avez demandé. Voulez-vous vraiment que je fasse ça? Robert, fais-tu confiance à mon jugement après toutes ces années? Bien sûr, Monsieur Miller. Vous m'avez sorti de la pauvreté et m'avez donné des opportunités dont je n'aurais jamais rêvé. Alors fais-moi confiance maintenant. David a franchi une ligne de non-retour. Va au bureau tôt, retire ses affaires personnelles et place cette note exactement comme je te l'ai dit. Compris. Et s'il arrive pendant que je le fais? Encore mieux. Je veux qu'il voie ce que ça fait quand quelqu'un prend sa place. À 4 heures du matin, j'ai examiné les états financiers des 5 dernières années. Ce que j'ai découvert m'a rempli d'un mélange de colère et de déception. David avait détourné de petites sommes d'argent vers des comptes personnels pendant des années. Rien d'illégal, mais éthiquement répréhensible. Il avait utilisé les contacts de l'entreprise pour obtenir des contrats privés. Il avait perçu des commissions pour recommander des fournisseurs sans m'en informer. Mon fils ne m'avait pas seulement manqué de respect cette nuit-là. Il avait systématiquement trahi ma confiance pendant des années. À 5 heures du matin, j'ai appelé mon avocat, Edward. Michael, j'ai préparé les documents que vous avez demandés, mais je dois vous avertir, cela aura des conséquences juridiques immédiates. David pourrait vous poursuivre pour licenciement abusif. Edward, j'ai des preuves d'utilisation abusive de fonds, d'utilisation inappropriée des ressources de l'entreprise et de conflits d'intérêts non déclarés. Penses-tu qu'il veuille aller au tribunal? Je comprends. Les documents seront prêts à 8 heures précises. Parfait. Prépare également les papiers pour transférer la propriété de l'appartement de Lakeshore Drive qui est au nom de David. C'était un cadeau de mariage, mais il est enregistré comme un prêt familial. Je le veux en retour. L'appartement où il vit actuellement. Exactement. Qu'il apprenne à payer un loyer comme n'importe quelle personne normale. À 6 heures du matin, en préparant mon café, j'ai reçu un SMS d'Isabelle, ma petite fille. Papy, papa est très nerveux. Il a été au téléphone toute la nuit. Tout va bien? J'ai répondu, tout ira bien, ma chérie. Ton papy t'aime très fort. À 7 heures du matin, il était temps de passer l'appel le plus satisfaisant de toute l'opération. Chase Bank, ici Michael Miller. Je dois annuler immédiatement toutes les garanties financières que j'ai co-signées pour David Monsieur Miller. Oui, toutes. Prêts hypothécaires, carte de crédit, tout. M. Miller, cela signifie que les paiements seront exigés immédiatement auprès du débiteur principal. J'en suis parfaitement conscient. Procédez. Très bien. Les documents d'annulation seront traités dans l'heure. Dois-je informer Monsieur Miller? Ce ne sera pas nécessaire. Il le découvrira très bientôt. À 8 heures du matin, Edward est arrivé chez moi avec tous les documents préparés. J'ai signé chaque papier avec une détermination d'acier. Annulation des pouvoirs de direction, révocation de l'autorité bancaire, cessation immédiate des fonctions de directeur, récupération des biens fournis en prêt familial. Michael, une fois que tu auras signé ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Edward, il y a quelques heures,
mon fils m'a poussé par terre devant mes petits-enfants pour donner ma place à un autre homme. Penses-tu qu'il y ait un retour en arrière possible? J'ai signé le dernier document à 8h30. À 9h, j'ai appelé Robert pour confirmer que tout était prêt au bureau. Patron, j'ai déjà retiré toutes ses affaires. Son ordinateur, ses diplômes, même la plante qu'il avait près de la fenêtre. Tout est dans des cartons dans la réserve. Et la note? Placée exactement au centre de son bureau, comme vous l'avez demandé. Parfait. Quand il arrivera, laissez-le entrer normalement. N'expliquez rien. Laissez-le découvrir la situation par lui-même. À 9h30, j'ai reçu la confirmation de Linda. Monsieur Miller, toutes les garanties ont été officiellement annulées. Les banques commenceront les procédures d'exécution à partir de 10h. À 9h55, j'ai enfilé mon plus beau costume. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où David Monsieur Miller découvrirait ce que le mot « conséquence » signifiait vraiment. Je me suis versé une dernière tasse de café et j'ai regardé le lever du soleil depuis la fenêtre de mon bureau. Après une nuit blanche, je me sentais étrangement énergique. Il n'y avait aucune trace de la tristesse ou de la douleur des heures précédentes, seulement une clarté limpide sur ce qui devait être fait. Mon téléphone était en silencieux, mais je pouvais voir les notifications s'accumuler sur l'écran. Messages, appels manqués, emails. La tempête avait commencé. David était sur le point de se réveiller pour le pire jour de sa vie, et j'attendrais de voir sa réaction quand il comprendrait enfin que les actions ont des conséquences, et que sous-estimer son père avait été l'erreur la plus coûteuse de son existence. La guerre avait commencé, et je détenais toutes les armes. David s'est réveillé ce matin-là, le 25 décembre, avec une étrange sensation dans l'estomac. Ce n'était pas une gueule de bois due au brandy de la veille, mais quelque chose de plus profond, comme si son subconscient avait capté des signaux de danger que son esprit conscient n'avait pas encore traités. Teresa était déjà debout, préparant mécaniquement le petit déjeuner pour les enfants. L'atmosphère dans la maison était tendue, chargée d'une électricité invisible que personne ne mentionnait, mais que tout le monde ressentait. « As-tu bien dormi ?» demanda Teresa sans le regarder, concentrée sur le versement du jus d'orange. « Pas vraiment », répondit David en consultant son téléphone. Il avait 3 appels manqués de numéros inconnus, probablement des télévendeurs profitant des vacances. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, alors qu'il déjeunait paisiblement, plusieurs banques de Chicago avaient déjà lancé leur protocole de recouvrement de garantie. Les systèmes bancaires avaient automatiquement traité l'annulation des garanties aux premières heures du matin. À 10h15, David a reçu le premier vrai appel. « Monsieur Miller, ici Monica Castillo de la Bank of America. Nous avons besoin que vous nous contactiez d'urgence concernant votre hypothèque. » Qu'y a-t-il? Mon hypothèque est parfaitement à jour. Monsieur, la garantie principale de votre prêt a été annulée ce matin. Sans cette garantie, le prêt est automatiquement en état de demande de paiement immédiat. David sentit un jet d'eau glacée. Quelle garantie? De quoi parlez-vous? La garantie signée par Monsieur Michael Miller. Sans elle, vous devez rembourser la totalité de la dette ou nous procéderons à la saisie. L'appel s'est terminé et David est resté là, le téléphone à la main, essayant de traiter l'information. Avant qu'il ne puisse réagir pleinement, le téléphone a de nouveau sonné. Monsieur David Miller, département des risques de Wells Fargo. Votre ligne de crédit d'entreprise a été suspendue en raison de l'annulation des garanties. Vous devez vous présenter à nos bureaux immédiatement. Il a raccroché et le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Citibank, votre carte de crédit professionnelle a été bloquée. Un autre appel entrant. Chase Bank, lancement de procédure de saisie préventive d'actifs. Et un autre. US Bank, exécution immédiate de. En 15 minutes, David a reçu exactement 47 appels de différentes banques, compagnies d'assurance, concessionnaires automobiles et fournisseurs d'entreprises. Son monde financier s'effondrait en temps réel alors qu'il se tenait dans sa cuisine, encore en pyjama. Teresa regardait la scène avec une horreur croissante. Que se passe-t-il, David? Pourquoi tant d'appels? Je ne sais pas, marmonna-t-il, mais au fond de lui, un terrible soupçon commençait à se former. Les paroles de son père de la veille résonnaient dans sa mémoire. Techniquement, je suis le PDG. À 11h, il a décidé d'aller immédiatement à l'entreprise. Il devait comprendre ce qui se passait, et plus important encore,
il avait besoin d'accéder aux ressources de l'entreprise pour gérer cette crise inattendue. Il a conduit sa BMW série 7 dans les rues vides de Chicago le jour de Noël, ne sachant pas que ce serait l'une des dernières fois qu'il serait au volant de cette voiture. Le concessionnaire avait déjà reçu l'ordre de la reprendre pour non-paiement du leasing. Il est arrivé à l'immeuble de Miller Construction à 11h30. Le gardien de sécurité l'a salué normalement, ne montrant aucun signe que quelque chose avait changé. David a pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage où se trouvait son bureau de PDG. En sortant de l'ascenseur, il a remarqué quelque chose d'étrange. Robert Fizet était dans son bureau, assis derrière son bureau, examinant des documents qui appartenaient clairement au dossier de la direction. « Robert, que fais-tu dans mon bureau ?» Robert leva les yeux avec une expression mal à l'aise mais ferme. « Bonjour, David. »« Eh bien, ce n'est plus ton bureau. »« Comment ça, ce n'est plus mon bureau ?»« De quoi parles-tu ?» ?»« Lis la lettre sur le bureau. » David s'est approché et l'a vue, placée exactement au centre de la surface en bois, une note manuscrite avec l'écriture incomparable de son père. « Ce bureau n'est pas pour toi. » Les mots l'ont frappé comme des coups physiques. C'était la même phrase qu'il avait utilisée la veille, qui se retournait maintenant contre lui. Il sentit ses genoux fléchir. « Robert, ça doit être une blague. »« Ce n'est pas une blague, David. Monsieur Miller m'a nommé PDG ce matin. Tu as 5 minutes pour récupérer tes affaires personnelles dans la réserve et quitter le bâtiment. » C'est impossible. Je suis le PDG. J'ai passé des années à construire cette entreprise avec mon père. Plus maintenant, David. Les papiers de licenciement sont officiellement déposés. Motif légitime. Perte de confiance et conflit d'intérêts. David sentit le monde tourner autour de lui. Il sortit son téléphone pour appeler son père. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, Robert lui tendit une enveloppe scellée. « Monsieur Miller m'a demandé de te donner ça. » Les mains tremblantes, David ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée sur du papier à en-tête de l'entreprise. « David, les conséquences de nos actions arrivent parfois quand on s'y attend le moins. Hier soir, tu m'as montré que ma place dans ta vie n'existait plus. Aujourd'hui, je te montre que ta place dans mon entreprise n'existe plus non plus. Tu as jusqu'à midi pour quitter toute propriété qui est à mon nom. L'appartement de Lakeshore Drive, la voiture, tout. Tu apprendras à vivre de tes propres ressources comme tu aurais dû le faire il y a des années. Ne me cherche pas. Ne m'appelle pas. N'essaie pas d'utiliser des intermédiaires. Cette décision est définitive et irrévocable. Ton père, qui ne te reconnaît plus, Michael Miller. » David a lu la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent pleinement sa compréhension. Ce n'était pas seulement le travail. C'était tout. Sa maison, sa voiture, son style de vie, sa sécurité financière. Tout avait disparu en une seule matinée. « Robert, tu dois m'aider. Tu connais mon père depuis des années. Ce n'est qu'un coup de folie passager. David, j'ai vu ce que tu lui as fait hier soir. Ma propre femme était dégoûtée quand je lui ai raconté. Monsieur Miller est l'homme le plus juste que je connaisse, mais aussi le plus déterminé. Quand il prend une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Mais je suis son fils, son seul fils. Tu étais son fils. Hier soir, tu as choisi d'être autre chose. » David est sorti du bâtiment de l'entreprise comme un somnambule. Sur le parking, il a trouvé une dépanneuse en train d'accrocher sa BMW. Le chauffeur lui a montré une ordonnance du tribunal pour reprise de possession pour non-paiement. « Attendez. Attendez, il doit y avoir une erreur. »« Pas d'erreur, monsieur. Le bail est en défaut et n'a pas de garant. » Le véhicule est repris immédiatement. David a dû marcher jusqu'à la station de métro la plus proche, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pendant le trajet de retour, son téléphone n'a cessé de sonner. Banque, créanciers, fournisseurs, tous exigeant un paiement immédiat. Quand il est finalement arrivé à son appartement, il a trouvé Teresa en larmes sur le canapé, tenant un avis juridique. « David, nous avons 24 heures pour quitter la maison. Ils vont saisir l'hypothèque. »« Quoi ? Ton père a annulé toutes les garanties. Nous devons 600 000 $ que nous n'avons pas. » David s'est effondré dans un fauteuil, complètement vaincu. En moins de 12 heures, il avait perdu son travail, sa voiture, sa maison et sa stabilité financière. Et le pire de tout, il avait perdu son père.
Les mots qu'il avait prononcés la veille résonnaient maintenant comme une malédiction. Cette place appartient à mon beau-père. Sors de là. Maintenant, c'était lui qui était sorti de tout. David a passé les 2 heures suivantes à essayer de mesurer l'ampleur du désastre qui venait de consumer sa vie. Teresa alternait entre des pleurs hystériques et des reproches amers alors qu'elle emballait désespérément leurs biens les plus précieux avant l'expulsion. « C'est de ta faute » a-t-elle crié en fourrant des bijoux dans une valise. « Comment as-tu pu être aussi stupide pour pousser ton propre père devant les enfants ? Teresa, calme-toi. On peut arranger ça. J'ai juste besoin de lui parler. » Lui parler, David ? Ils nous ont tout pris. La maison, la voiture, ton travail. Que allons-nous dire à mes parents ? Cette question a frappé David comme une gifle. Anthony Moore, son beau-père, avait été un témoin oculaire de l'humiliation qu'il avait infligée à Michael. S'il y avait une chose qu'Anthony appréciait par-dessus tout, c'était le respect familial et la dignité patriarcale. David a pris son téléphone avec des mains tremblantes et a composé le numéro de son beau-père. Il avait besoin de soutien, d'un allié, de quelqu'un pour intercéder en sa faveur. Anthony, c'est David. J'ai besoin de te parler d'urgence. La voix qui a répondu était aussi froide que la glace en hiver. David, je m'attendais à ton appel. Anthony, quelque chose de terrible est arrivé. Mon père a perdu la tête. Il m'a tout pris pour une dispute familiale sans importance. J'ai besoin de ton aide. Il y eut un long silence glacial. Une dispute sans importance. David, as-tu entendu ce que tu viens de dire ? Eh bien, c'était juste un malentendu. Tu sais comment sont ces choses entre père et fils. Non, David. Je ne sais pas, car je n'aurais jamais manqué de respect à mon père de la manière dont tu as manqué de respect au tien hier soir. David sentit la panique commencer à l'envahir. Anthony, s'il te plaît. Teresa et les enfants ont besoin de stabilité. Je sais que tu peux comprendre. Ce que je comprends parfaitement, c'est que j'ai été témoin d'un homme de 42 ans humiliant publiquement le père qui lui a tout donné. Je t'ai vu pousser Michael par terre pour me donner une place que je n'ai jamais demandée ni voulu. Je pensais que tu apprécierais le geste de respect. Le respect, David ? On ne construit pas le respect en manquant de respect aux autres, surtout pas à son propre père. David pouvait entendre le mépris grandissant dans la voix d'Anthony. Son dernier recours s'évanouissait sous ses yeux. Anthony, nous sommes de la famille. Teresa est ta fille. Les enfants sont tes petits-enfants. Exactement. Et pour cette raison même, je ne peux pas permettre à mes petits-enfants de grandir en pensant que ce genre de comportement est acceptable. Teresa et les enfants auront toujours mon soutien. Mais toi, David, tu as montré que tu es quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Que veux-tu dire ? Je veux dire que tout homme capable de trahir son propre père est capable de trahir n'importe qui. Il n'y aura aucun soutien financier de ma part, aucun emploi dans mes entreprises. Aucun abri dans ma maison. David sentit ses jambes flageoler. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. De plus, j'ai décidé de contacter Michael pour lui présenter des excuses personnelles pour avoir été un témoin involontaire de ton comportement déplorable. Tu vas t'excuser auprès de lui ? Bien sûr. Un homme de sa trempe ne méritait pas cette humiliation, surtout devant sa famille. Et je vais aussi lui proposer un partenariat commercial. Les mots d'Anthony ont frappé David comme des coups de marteau. Non seulement il avait perdu le soutien de son beau-père, mais maintenant Anthony s'alignait directement sur son père. Anthony, s'il te plaît, reconsidère. J'ai reconsidéré, David, et ma conclusion est claire. Michael Miller est le genre d'homme avec qui je veux faire des affaires. Toi, non. La ligne est devenue silencieuse, laissant David avec le téléphone muet à la main. Teresa avait entendu toute la conversation depuis le seuil de la porte. Toute couleur avait quitté son visage. Mon père ne va pas nous aider, a-t-elle murmuré. Non. Que allons-nous faire, David ? Où allons-nous vivre ? Les enfants ont l'école. J'ai mon travail. Je ne sais pas, Teresa. Je ne sais tout simplement pas. À ce moment, Jacob et Isabelle sont descendus, alertés par les voix fortes et le chaos des valises et des cartons partout dans la maison. Qu'est-ce qui se passe ? A demandé Jacob avec l'inquiétude d'un adolescent qui sent que son monde est en train de changer.
Pourquoi maman pleure, a ajouté Isabelle d'une petite voix. David a regardé ses enfants et a ressenti une pointe de honte plus profonde que tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Comment allait-il leur expliquer qu'à cause de son orgueil et de sa stupidité, toute la stabilité de leur famille avait disparu? Les enfants, nous devons parler, a commencé Teresa, la voix brisée. C'est à cause de ce qui s'est passé hier soir avec papy, a demandé Jacob directement. La question a montré que même les adolescents avaient mieux compris la gravité de ce qui s'était passé que David lui-même. Oui, mon fils, c'est ça. Papa, pourquoi as-tu poussé papy, a demandé Isabelle, les larmes aux yeux. Il avait l'air si triste. David ne pouvait pas répondre. Les mots étaient coincés dans sa gorge. Papy nous aime tellement, a poursuivi Isabelle. Il nous apporte toujours des cadeaux et nous raconte des histoires. Pourquoi as-tu été méchant avec lui? Je pensais? Tu pensais quoi, papa, a insisté Jacob. Parce qu'on aurait dit que tu le détestais. Je ne déteste pas votre grand-père. Mais tu l'as traité comme si c'était le cas. A rétorqué Jacob avec une maturité qui lui brisait le cœur. Et maintenant, il doit nous détester aussi. Non, mon fils. Il vous aime. Il ne vous ferait jamais de mal. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas rester dans notre maison? Pourquoi maman fait-elle les valises? David s'est effondré sur le canapé, complètement vaincu. Ses propres enfants le jugeaient, et ils avaient raison de le faire. Parce que papa a fait une très grosse erreur, a-t-il finalement admis. Une erreur qui va changer nos vies. Peux-tu dire pardon à papy, a demandé Isabelle avec l'innocence d'une enfant qui croit encore que les problèmes des adultes peuvent être résolus avec des excuses sincères. Il est trop tard pour ça, ma chérie. Teresa s'est approchée et s'est assise à côté de lui. Pour la première fois de la journée, sa voix ne contenait pas de reproche, mais une profonde tristesse. David, je veux que tu comprennes quelque chose. Les enfants et moi allons vivre chez mes parents. Quoi? Je ne peux pas rester avec toi après ça. Je ne peux pas être avec quelqu'un capable d'humilier son propre père comme ça. Teresa, nous sommes une famille. Non, David. Une famille se construit sur le respect et les valeurs. Tu as prouvé hier soir que tu n'as ni l'un ni l'autre. David a regardé sa femme, ses enfants, les valises, l'avis d'expulsion sur la table. En 24 heures, il avait détruit toute sa vie pour un moment d'arrogance stupide. Et le pire, c'est que son père avait raison. Il s'était attiré tout ça. Les conséquences étaient arrivées, et elles étaient bien plus dévastatrices qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. L'après-midi du 25 décembre est devenu le plus long et le plus douloureux de la vie de David. Tandis que Teresa emballait méticuleusement les affaires des enfants, il tentait désespérément de trouver une solution à sa situation financière catastrophique. Ses comptes bancaires avaient été gelés préventivement en raison de dettes impayées. Sa carte de crédit principale était bloquée. Le distributeur automatique lui a refusé même les $50 qu'il a tenté de retirer de son compte personnel. Il ne lui restait que $300 en espèces dans son portefeuille, tout ce qui restait de son ancienne vie financière. Où vas-tu dormir ce soir, lui a demandé Teresa en fermant la dernière valise des enfants. Je ne sais pas. Peut-être dans un hôtel bon marché jusqu'à ce que je puisse me ressaisir. David, regarde-moi. Teresa s'est arrêtée et l'a confronté directement. Penses-tu vraiment pouvoir te ressaisir après ça? Ton père n'est pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête. C'était calculé pour être permanent. C'est mon père, Teresa. Finalement, il devra me pardonner. Comme tu lui as pardonné quand il a fait des erreurs? Oh, attends. Il n'a jamais fait d'erreur avec toi. Il a toujours été parfait, généreux, compréhensif, et c'est comme ça que tu le remercies. Les mots de Teresa coupaient plus profondément que n'importe quel reproche extérieur car ils contenaient une vérité indéniable. Michael avait été un père exemplaire, et David avait répondu avec ingratitude et mépris. À 18 heures, le camion de déménagement que Teresa avait loué est arrivé pour transporter leurs affaires chez ses parents. Les enfants regardaient leurs jouets et leurs meubles être déplacés avec une tristesse silencieuse qui était déchirante. « Papa vient avec nous » a demandé Isabelle alors qu'on chargeait son vélo rose. « Non, ma chérie. Papa doit d'abord régler quelques problèmes. » Quand va-t-il les régler? Teresa a regardé David avec une expression qui contenait des années de déception accumulées. On ne sait pas, Isabelle. Jacob, plus direct comme un adolescent typique, a confronté son père sans détour.
Papa, vas-tu être sans abri à cause de ce que tu as fait à papy? C'est plus compliqué que ça, mon fils. Ça n'a pas l'air compliqué pour moi. Tu as été méchant avec lui et maintenant il est méchant avec toi. C'est comme à l'école, si tu frappes quelqu'un, tu es puni. La simplicité brutale de l'observation de Jacob montrait que même un adolescent comprenait la logique de cause à effet mieux que David n'avait compris les conséquences de ses actes. À 19h, Teresa a fini de charger toutes ses affaires et celles des enfants. La maison, qui quelques heures plus tôt avait été leur foyer familial, semblait maintenant une coquille vide avec seulement les meubles de base qui appartenaient à la propriété. David, j'ai besoin que tu signes ces papiers. Teresa lui a tendu un dossier avec des documents juridiques qu'elle avait préparés pendant qu'il cherchait des solutions financières impossibles. Qu'est-ce que c'est? Séparation temporaire des biens et garde provisoire des enfants. Mon avocat les a rédigés cet après-midi. David sentit un poignard se tordre dans son estomac. Tu es déjà allé voir un avocat? Bien sûr. Tu pensais que j'allais attendre de voir jusqu'où tu tomberais? Je dois protéger les enfants. Teresa, c'est extrême. J'ai juste besoin de temps pour. Pourquoi, David? Trouver un autre père riche que tu pourras trahir? Trouver un autre beau-père dont tu pourras gagner les faveurs en humiliant ta famille. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Que mes enfants aient dû voir leur père se comporter comme un sauvage envers leur grand-père. Tu sais ce qui n'est pas juste? Qu'après 15 ans de mariage, je découvre que mon mari est capable d'une telle cruauté. David a signé les papiers les mains tremblantes. Il n'avait pas le choix. Sans ressources financières, sans travail, ni maison, il ne pouvait offrir de stabilité à personne. Les enfants pourront te rendre visite les week-ends quand tu auras un endroit convenable pour les accueillir. L'informa Teresa en rangeant les documents signés. Quand sera-ce? Quand tu prouveras que tu es de nouveau une personne digne de confiance, si jamais tu y parviens. À 20h, David s'est retrouvé seul dans une maison vide qui n'était plus la sienne, avec $300 en espèces et une valise de vêtements de base. Le reste de ses affaires était dans des cartons dans la réserve de l'entreprise, sous la garde de Robert. Il est sorti dans la rue et a erré sans but dans les avenues illuminées de Chicago pour Noël. Des familles se promenaient joyeusement. Des enfants couraient avec de nouveaux jouets. Des couples s'enlaçaient contre le froid de l'hiver. Tout le monde semblait avoir un foyer où retourner, sauf lui. Il a trouvé un hôtel bon marché près de Union Station où il pouvait payer une chambre pour 3 nuits pour $200. Il lui restait $100 pour la nourriture et les transports. La chambre était petite, avec un lit simple, une minuscule salle de bain et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Il s'est assis sur le lit et a contemplé l'ampleur de sa destruction personnelle. Son téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. David Miller? Oui. Ici Marc Delgado du cabinet d'avocats Delgado et Associés. Votre père m'a engagé pour vous notifier officiellement que toute tentative de contact direct ou indirect avec lui sera considérée comme du harcèlement. Quoi? Monsieur Miller a été très clair. Il ne souhaite recevoir ni appel, ni message, ni visite, ni intermédiaire de votre part. Toute violation de cette instruction entraînera une ordonnance restrictive du tribunal. C'est mon père. Monsieur Miller, légalement, Monsieur Michael Miller a le droit de décider avec qui il entretient une relation. Sa décision est finale. L'appel s'est terminé, laissant David avec la compréhension finale que son père ne l'avait pas seulement puni financièrement, mais avait complètement coupé toute possibilité de réconciliation. Il s'est regardé dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. L'homme qui le fixait semblait avoir vieilli de 10 ans en un jour. Des cernes profonds, un visage mal rasé, des vêtements froissés. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, quelqu'un qui avait tout perdu à cause de sa propre stupidité. Cette nuit-là, en essayant de dormir dans un lit inconnu, David a réfléchi aux 24 heures qui avaient complètement changé son existence. Il y a à peine 2 jours, il était le PDG d'une entreprise florissante, vivait dans un appartement de luxe, conduisait une voiture de sport, avait une famille stable et le respect de sa communauté. Maintenant, il était un homme sans maison, sans travail, sans famille, sans ressources et sans avenir prévisible. Et tout ça pour un moment d'arrogance qui a duré moins de 30 secondes. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans son esprit comme une malédiction. Cette place appartient à mon beau-père. Sors de là. Maintenant, c'était lui qui était sorti de tout. 3 jours après le désastre de Noël,
alors que David essayait de digérer sa nouvelle réalité dans la minuscule chambre d'hôtel, il reçut un appel inattendu qui changea complètement sa perspective. Papa. C'était la voix de Jacob, tremblante et émue. Mon fils, comment vas-tu? Comment as-tu eu mon numéro? J'utilise le téléphone de maman. Papa, je dois te dire quelque chose d'important. Papy est venu nous voir. Le cœur de David s'emballa. Michael est allé chez tes grands-parents maternels? Oui. Hier après-midi, maman n'était pas là. Elle était sortie faire des courses. Papy Anthony l'a accueilli dans le grand salon comme s'il était un invité très important. Que s'est-il passé? Papa, je n'avais jamais vu Papy Michael avoir l'air si triste, mais il avait aussi l'air différent, plus fort. Tu sais, comme quand il prend de grandes décisions dans son entreprise. David ferma les yeux, imaginant la scène, son père gérant la situation avec la dignité qu'il avait toujours définie. Continue, mon fils. Il a demandé à Isabelle et à moi de nous asseoir avec lui. Il a expliqué que ce qui s'était passé avec toi n'avait rien à voir avec nous, qu'il nous aimait toujours autant. Qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que parfois les adultes prennent des décisions qui ont des conséquences très graves, mais que les petits-enfants ne sont pas responsables des choix de leurs parents. Les mots de Michael montraient quel genre d'homme il était. Même dans sa douleur et sa déception, il protégeait les enfants d'être entraînés dans le conflit des adultes. Isabelle lui a demandé s'il était en colère contre nous, continua Jacob, et il lui a dit qu'il ne pourrait jamais être en colère contre nous parce que nous n'avions rien fait de mal. Comment ta mère a-t-elle réagi à son retour? Elle est devenue très nerveuse. Je pense qu'elle avait peur que Papy Michael lui reproche ce que tu avais fait, mais il a été très poli avec elle. Il lui a dit qu'il comprenait parfaitement sa décision de se séparer de toi. David sentit une autre pointe de douleur. Son père ne l'avait pas seulement coupé de sa vie, il validait les décisions de ceux qui l'abandonnaient. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, Jacob. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu été si cruel avec Papy? La question directe de son fils de 15 ans le força à affronter une vérité qu'il avait évitée. Il n'y avait aucune excuse valable pour son comportement. Mon fils, je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je pensais que montrer du respect à Papy Anthony était important. Mais papa, montrer du respect à une personne ne veut pas dire que tu manques de respect à une autre. J'ai appris ça quand j'avais 8 ans. La sagesse simple de son fils adolescent le frappa comme une révélation. Un enfant de 8 ans comprenait des concepts de base du respect que lui, à 42 ans, avait complètement ignorés. Tu as raison, Jacob. J'ai fait une terrible erreur. Peux-tu la réparer? Je ne sais pas, mon fils. Ton grand-père est très blessé. Mais tu es blessé aussi, non? Maman dit que tu as perdu ton travail et la maison. Oui, j'ai perdu beaucoup de choses. Les as-tu perdues ou t'ont-elles été enlevées en guise de punition? Encore une fois, la clarté brutale de la perspective d'un adolescent. Jacob comprenait parfaitement que les conséquences de David n'étaient pas des accidents du destin mais des résultats directs de ses actions. Elles m'ont été enlevées en guise de punition, mon fils. Comme quand on m'enlève ma PlayStation quand je me comporte mal. Exactement comme ça. Et penses-tu que tu le méritais? David resta silencieux pendant un long moment. C'était la première fois que quelqu'un lui posait cette question directement, et la première fois qu'il se la posait honnêtement. Oui, Jacob. Je pense que je le méritais. Alors peut-être que Papy n'est pas méchant avec toi. Peut-être qu'il est juste. Les mots de son fils coupaient plus profondément que tous les reproches de Teresa, toutes les humiliations financières, toutes les pertes matérielles. Un adolescent avait articulé la vérité fondamentale qu'il avait refusé d'accepter. Michael n'était pas vengeur. Il était juste. Papa, tu es toujours là. Oui, mon fils. Je suis là. Papy nous a dit autre chose. Il a dit que nous devrions choisir si nous voulions avoir une relation avec lui ou avec toi, parce qu'il ne serait plus jamais au même endroit que toi. Qu'avez-vous décidé? Nous lui avons dit que ce n'était pas juste de nous faire choisir. Que tu étais notre père et qu'il était notre grand-père, et que nous vous aimions tous les deux même si vous aviez des problèmes. Comment a-t-il réagi? Ses yeux se sont remplis de larmes. Il nous a serrés très fort dans ses bras et a dit que nous étions des enfants très sages. Puis il a proposé quelque chose. Quoi? Que nous pourrions le voir les mercredis après-midi et les dimanches matins, mais que nous ne parlerions jamais de toi avec lui,
ni de lui avec toi. Comme des compartiments séparés. David ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Son père avait trouvé un moyen de maintenir une relation avec ses petits-enfants sans trahir sa décision de couper les ponts avec lui. Vous avez accepté? Oui. Mais papa, c'est vraiment bizarre. C'est comme avoir deux vies différentes. Je suis désolé, mon fils. Je suis tellement désolé de t'avoir mis dans cette situation. Vas-tu essayer d'arranger les choses avec lui? Je ne peux pas, Jacob. Ton grand-père a été très clair, il ne veut rien avoir à faire avec moi. Tu ne vas même pas essayer? Comment puis-je essayer s'il ne me laisse même pas l'approcher? Je ne sais pas, papa, mais papy dit toujours que les problèmes difficiles nécessitent des solutions créatives. Après avoir raccroché avec Jacob, David s'est assis sur le lit de l'hôtel, digérant la conversation. Ses enfants avaient réussi à maintenir une relation avec leur grand-père, mais au prix de compartimenter leur vie. Et tout cela à cause de son moment de stupide arrogance. Ce qui le frappa le plus fut la maturité émotionnelle dont les enfants avaient fait preuve, un contraste dramatique avec sa propre immaturité émotionnelle à 42 ans. Cet après-midi-là, en arpentant les rues de Chicago, cherchant des offres d'emploi sur son téléphone, David commença à comprendre quelque chose de fondamental. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qu'il avait perdu. Il s'agissait de devenir une personne qui méritait de le récupérer. Et cela, réalisa-t-il, pourrait être le défi le plus difficile de sa vie. Parce qu'il était beaucoup plus facile de récupérer un travail, une maison ou une voiture que de regagner le respect d'un homme que vous aviez complètement trahi. Surtout quand cet homme était votre propre père, et qu'il avait toutes les raisons du monde de ne pas vous donner une seconde chance. 2 semaines après l'effondrement de sa vie, David avait presque épuisé toutes ses ressources financières. Les $100 restants après avoir payé l'hôtel s'étaient évaporés en nourriture de base et en transport en commun alors qu'il cherchait désespérément du travail dans toute la ville. Son CV, qui ouvrait autrefois automatiquement les portes en raison de son nom de famille et de ses relations, était maintenant systématiquement rejeté. Le secteur de la construction à Chicago était un cercle fermé où tout le monde se connaissait, et la nouvelle de sa brouille avec Michael Miller s'était répandue comme une traînée de poudre. Nous sommes désolés, monsieur Miller, mais nous n'avons pas de poste vacant pour le moment, disait-il dans chaque bureau avec des sourires polis qui cachaient le vrai message. Personne ne voulait embaucher le fils qui avait trahi Michael Miller. Le 4 janvier, sans plus d'argent, même pour une chambre d'auberge, David fut contraint de ravaler sa fierté d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il postula pour un emploi dans une entreprise de nettoyage industriel qui opérait en périphérie de Chicago. Expérience préalable en nettoyage, demanda Brenda Sanchez, la superviseure de 45 ans qui menait l'entretien. Non, mais j'apprends vite et j'ai un besoin urgent de travailler. Pourquoi quelqu'un avec votre parcours professionnel veut-il travailler ici? Je vois que vous étiez PDG. David avait préparé une réponse qui contenait une vérité partielle. J'ai eu des différends irréconciliables avec mon ancien partenaire commercial. Je dois repartir de zéro. Brenda l'étudia avec des yeux perspicaces. C'était une femme travailleuse qui avait bâti sa petite entreprise à partir de rien, et elle reconnaissait à la fois le désespoir et l'humilité authentique quand elle les voyait. Le travail est dur. Les horaires sont longs. Le salaire est de 1200 $ par mois. Poste de nuit, de 22 heures à 6 heures. Êtes-vous sûr de pouvoir le supporter? Complètement sûr. Vous commencez demain. Ne soyez pas en retard. Pas une seule fois. Parce qu'il y a 50 autres personnes qui attendent ce poste. Cette nuit-là, David a travaillé jusqu'à l'aube en nettoyant des bureaux d'entreprise. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs millions de dollars, manipulaient maintenant des serpillères et des produits de nettoyage chimique. Ses costumes de créateur ont été remplacés par des uniformes bleus avec le logo de Brenda S. Cleaner, UNC. Au cours de ses premières semaines de travail de nuit, David a connu une transformation psychologique inattendue. L'humilité forcée de nettoyer les toilettes et de vider les poubelles l'a fait réfléchir à des concepts qu'il avait tenus pour acquis toute sa vie, la dignité, le travail honnête, la valeur de l'effort. Ses collègues étaient des immigrants, des mères célibataires, des étudiants finançant leurs études, des retraités complétant de maigres pensions. Aucun d'eux ne connaissait son histoire passée, et pour la première fois depuis des années, David n'était pas jugé sur son nom de famille ou ses relations, mais sur sa volonté de travailler. « D'où viens-tu, David » a demandé Miguel, un collègue équatorien, pendant leur pause de minuit. « D'ici, de Chicago. »« Et que faisais-tu avant ça »
Je travaillais dans la construction, des tâches administratives. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. David avait développé l'habileté de naviguer dans les conversations sans révéler complètement son passé. Pendant ce temps, grâce à des interactions contrôlées avec ses enfants, David apprenait indirectement la nouvelle réalité de son père. Jacob et Isabelle mentionnaient nonchalamment des détails lors de leurs appels téléphoniques hebdomadaires qui brossaient un tableau d'une transformation commerciale. Papy Michael a un nouveau partenaire, a commenté Isabelle lors d'un de leurs appels. Un nouveau partenaire. Oui, Papy Anthony. Ils travaillent ensemble sur de grands projets maintenant. Maman dit qu'ils vont construire des bâtiments très hauts. L'ironie était dévastatrice. Son beau-père, l'homme même qu'il avait tenté d'impressionner en humiliant son père, était maintenant le partenaire commercial de Michael. L'alliance que David avait tenté de forcer s'était matérialisée, mais l'avait complètement exclu. Se voit-il souvent? A-t-il demandé, en essayant de garder un ton désinvolte. Presque tous les jours. Parfois, ils viennent nous chercher à l'école ensemble. Ils rient beaucoup quand ils parlent de leurs projets. David a raccroché cet appel en se sentant plus seul que jamais. Il n'avait pas seulement perdu son père. Il avait par inadvertance catalysé une amitié et un partenariat commercial entre Michael et Anthony qui n'aurait probablement jamais existé sans son intervention destructrice. Un mois après avoir commencé le travail de nettoyage, David avait développé une routine qui lui offrait une stabilité de base, bien que précaire. Il partageait une chambre dans un appartement d'étudiant dans le quartier de Wicker Park, payant $400 de loyer par mois. Ses dépenses se limitaient à la nourriture de base, au transport en commun et aux appels téléphoniques à ses enfants. La transformation physique était évidente. Il avait perdu du poids en raison de la combinaison d'un travail physique intense et d'un régime simple. Ses vêtements étaient simples, pratiques, bon marché. Ses mains, autrefois douces du travail de bureau, étaient maintenant calleuses à force de manipuler des outils de nettoyage. Mais la transformation psychologique était plus profonde. L'expérience de tout perdre l'avait forcé à réévaluer ce qui constituait vraiment la valeur et la dignité personnelle. Pour la première fois de sa vie d'adulte, David survivait uniquement grâce à ses propres efforts, sans filet de sécurité familiaux ni relations privilégiées. Une nuit, en nettoyant les bureaux de la Willis Tower, il s'est arrêté devant une fenêtre qui offrait une vue panoramique de Chicago. La ville s'étendait devant lui, illuminée et prospère, pleine d'opportunités et de rêves. Il se souvint des fois où il avait regardé des vues similaires depuis son ancien bureau de direction, quand il croyait que son succès était le résultat de son propre talent et de son mérite. Maintenant, il comprenait que cela avait été le résultat de privilèges hérités et d'opportunités offertes. La différence était que maintenant, chaque dollar qu'il gagnait représentait une sueur réelle, un effort authentique et une humilité apprise. Pour la première fois depuis la nuit de Noël, David commença à ressentir quelque chose comme de l'espoir. Pas l'espoir de retrouver son ancienne vie, mais l'espoir de construire quelque chose de nouveau et d'authentique à partir de zéro. Quelque chose qui pourrait rendre fier même un homme comme Michael Miller, même si cet homme n'était plus là pour le voir. Mars était arrivé à Chicago avec la promesse du printemps, et David travaillait dans l'entreprise de nettoyage depuis 3 mois. Sa vie s'était installée dans une routine simple mais digne. Travailler la nuit, dormir le matin, chercher des opportunités de croissance professionnelle l'après-midi, et maintenir un contact régulier avec ses enfants par des appels téléphoniques soigneusement programmés. C'est au cours d'un de ces après-midi de recherche d'emploi que quelque chose s'est produit qui allait complètement changer sa perspective sur la situation familiale. David venait de quitter un entretien infructueux dans une petite entreprise de rénovation et avait décidé de se promener dans Lincoln Park pour se vider la tête avant de retourner dans sa chambre partagée. L'air frais et les premiers bourgeons verts sur les arbres offraient un moment de paix au milieu de ces circonstances difficiles. Alors qu'il marchait le long du sentier, il vit une scène qui le laissa complètement figé. Sur un banc près de l'étang, Michael et Anthony étaient assis, discutant de manière animée, entourés de plans d'architectes étalés sur une table pliante. Les deux hommes semblaient détendus, souriants, appréciant clairement leur collaboration professionnelle. Ce qui a le plus frappé David, ce n'est pas de les voir ensemble, mais d'observer la transformation visible de son père. Michael avait l'air rajeuni, énergique, avec une vitalité que David ne se souvenait pas d'avoir vue depuis des années. Ses gestes étaient vifs alors qu'il pointait des détails sur les plans. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme authentique. De sa cachette derrière un groupe de touristes, David entendit des bribes de la conversation. La structure principale peut supporter 2 étages supplémentaires sans aucun problème,
disait Michael en traçant des lignes sur les plans avec un crayon rouge. Brillant, Michael. Votre expérience des fondations profondes est exactement ce dont nous avions besoin pour ce projet. Anthony, travailler avec toi a été l'une des meilleures décisions de ma carrière. Nous aurions dû faire ça il y a des années. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais quoi? Je pense que ce partenariat va être bien plus réussi que nous ne l'aurions jamais imaginé. David ressentit une pointe simultanée de douleur et de reconnaissance. Son père avait trouvé non seulement un partenaire commercial, mais apparemment un véritable ami en Anthony. La camaraderie entre les deux hommes était évidente et naturelle. Ce qui était le plus douloureux pour David, c'était de réaliser que son père avait l'air plus heureux et plus épanoui qu'il ne l'avait été depuis des années. Perdre son fils ne l'avait pas détruit. Cela l'avait libéré pour former des relations plus authentiques et satisfaisantes. En regardant la scène, David se souvint des mots qu'Anthony lui avait dit au téléphone des semaines auparavant. Michael Miller est le genre d'homme avec qui je veux faire des affaires. Maintenant, il comprenait le plein sens de cette déclaration. Il ne s'agissait pas seulement de compétition professionnelle ou de commodité financière. Il s'agissait de respect mutuel entre des hommes d'une intégrité similaire. Comment vont les petits-enfants? Demanda Anthony en enroulant l'un des plans. Jacob et Isabelle sont extraordinaires. Intelligents, résilients, matures pour leur âge. Ils ont géré toute cette situation familiale avec une sagesse qui m'étonne. C'est le résultat de l'éducation que tu leur as donnée toutes ces années, Michael. Je l'espère. Ils ne sont pas à blâmer pour les décisions de leur père. David sentit des larmes lui piquer les yeux. Son père protégeait et aimait toujours ses petits-enfants tout en maintenant sa position ferme à son égard. Te sens-tu parfois tenté de te réconcilier avec David? Demanda Anthony avec une curiosité sincère. Michael resta silencieux un long moment, contemplant les eaux calmes de l'étang. Anthony, pendant 42 ans, j'ai cru connaître mon fils. J'ai cru avoir élevé un homme avec des valeurs, des principes, le respect de la famille. La nuit de Noël, j'ai découvert que je me trompais complètement. Les gens peuvent changer, Michael. Ils le peuvent. Mais un vrai changement nécessite de vraies conséquences. Si je lui pardonne facilement, qu'apprend-il? Quelles leçons mes petits-enfants reçoivent-ils sur le comportement acceptable? Je vois ce que tu veux dire. Il ne s'agit pas de le punir pour toujours. Il s'agit de lui faire comprendre la valeur de ce qu'il a détruit. Peut-être qu'un jour, il montrera qu'il a vraiment appris. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. David s'éloigna du parc sans être vu, mais les paroles de son père résonnèrent dans son esprit pendant des jours. Michael n'était pas inflexible par cruauté, mais par des principes éducatifs profondément ancrés. Cette nuit-là, en nettoyant les bureaux du quartier financier, David réfléchit à la conversation qu'il avait entendue. Son père attendait des preuves de croissance authentique, pas seulement des excuses désespérées ou des supplications émotionnelles. La question qu'il se posait était, avait-il vraiment grandi, ou survivait-il simplement jusqu'à ce qu'il puisse retrouver son ancien statut? Au cours des semaines suivantes, David commença à évaluer honnêtement son processus de transformation. Apprenait-il une humilité authentique ou attendait-il simplement patiemment que la tempête passe? La réponse le mettait mal à l'aise. Une partie de lui espérait encore secrètement que son père finirait par céder et lui pardonner, lui permettant de retourner à une version de son ancienne vie. Mais la conversation dans le parc lui avait montré quelque chose de crucial. Michael avait tourné la page. Il n'attendait pas que David revienne. Il avait construit une nouvelle réalité, prospère et satisfaisante, sans lui. Si David voulait une quelconque réconciliation future, il devrait démontrer une transformation authentique, pas seulement subir des conséquences temporaires. Et cela, réalisa-t-il, exigerait beaucoup plus de temps, d'efforts et de croissance personnelle qu'il ne l'avait imaginé. La vraie question n'était plus de savoir quand son père lui pardonnerait, mais quand il deviendrait quelqu'un digne de pardon. Cette prise de conscience marqua le début d'une phase complètement différente dans son processus de rétablissement personnel. Décembre était revenu à Chicago avec son froid caractéristique et ses lumières de Noël, marquant exactement 1 an depuis la nuit qui avait détruit la vie de David. En marchant dans les rues illuminées après avoir terminé son service de nettoyage de nuit, il s'arrêta devant des vitrines décorées de scènes familiales heureuses qui lui rappelaient douloureusement ce qu'il avait perdu. Sa transformation au cours de ces 12 mois avait été radicale. Il n'était plus l'homme arrogant et privilégié qui avait poussé son père à terre. Le travail physique, les difficultés financières et la solitude forcée avaient sculpté une version complètement différente de lui-même.
Ses mains calleuses, ses vêtements simples et son visage marqué par les nuits de dur labeur racontaient l'histoire d'une humilité apprise par la souffrance. Brenda, sa superviseure à l'entreprise de nettoyage, avait remarqué son évolution et lui avait offert des responsabilités supplémentaires. David, je veux que tu coordonnes l'équipe de nuit pour le nouveau contrat des Tours Kyo, avait-elle annoncé la semaine précédente. Ton travail a été impeccable toute l'année, et le client a spécifiquement demandé que tu sois affecté à leurs installations. L'augmentation de salaire à $1 800 par mois lui avait permis de déménager dans un petit appartement privé dans un quartier populaire. Ce n'était pas le luxe, mais c'était la dignité. Il avait acheté des meubles d'occasion, décoré modestement les murs avec des photos de ses enfants et créé un foyer humble mais authentique. Ses appels hebdomadaires avec Jacob et Isabelle étaient devenus le point le plus lumineux de son existence. Les enfants avaient grandi pendant cette année, et leurs conversations reflétaient une maturité émotionnelle qui l'étonnait constamment. « Papa, tu vas vraiment bien ?» avait demandé Isabelle lors de leur dernier appel téléphonique. « Ta voix est différente. Plus calme. » Plus calme ? Oui. Avant, tu avais toujours l'air de te dépêcher d'aller à un endroit important. Maintenant, on dirait que tu es exactement là où tu veux être. L'observation de sa fille de 13 ans l'avait profondément frappée. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des décennies, David ne courait pas constamment après la prochaine réussite, la prochaine promotion, la prochaine acquisition matérielle. Tu sais quoi, ma chérie ? Je pense que tu as raison. Vas-tu essayer de parler à Papy Michael un jour ? Je ne sais pas, Isabelle. Cette décision ne dépend pas que de moi. Mais aimerais-tu le faire ? David avait réfléchi attentivement avant de répondre. J'aimerais qu'il voie que j'ai changé. Pas pour récupérer ce que j'ai perdu, mais pour qu'il sache que son fils a enfin appris les leçons qu'il a essayé de m'enseigner toute ma vie. La veille de Noël, David a travaillé son service habituel dans les bureaux d'entreprise du quartier financier. Alors qu'il nettoyait l'étage de la direction de l'un des gratte-ciels les plus prestigieux de Chicago, il s'est arrêté devant les fenêtres qui offraient une vue panoramique de la ville illuminée pour les fêtes. Il y a un an, il était à un dîner de luxe, entouré de sa famille, avec tout le confort matériel imaginable. Et il avait été profondément malheureux sans le savoir. Vide de but authentique, dépendant de la validation externe pour sentir sa propre valeur. Maintenant, il était seul dans un bureau vide à 3 heures du matin, travaillant pour un salaire modeste, vivant dans un petit appartement, mais il éprouvait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue pendant ses années de privilège. Son téléphone vibra avec un SMS de Jacob. « Papa, Papy Michael a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » David sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois en 12 mois qu'il recevait une indication que son père avait mentionné son existence. Il répondit immédiatement. Qu'a-t-il demandé ? Il a demandé si nous savions comment tu allais. Si tu avais un travail, si tu avais un endroit où vivre. Isabelle et moi lui avons dit que tu semblais aller bien, mais que nous ne connaissions pas les détails parce que tu ne voulais pas nous inquiéter. Comment a-t-il réagi ? Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « J'espère qu'il apprend ce qu'il a besoin d'apprendre. » David a lu le message 3 fois. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une invitation à revenir, mais ce n'était pas non plus une indifférence totale. C'était un espoir prudent. Cette nuit-là, après avoir terminé son travail, David s'est rendu à la Ford Presbyterian Church, qui restait ouverte pour les services de Noël de fin de soirée. Il n'avait pas été particulièrement religieux dans son ancienne vie, mais la solitude et la réflexion de l'année écoulée l'avaient rapproché de la spiritualité. Il s'est assis sur l'un des bancs du fond et a contemplé l'autel illuminé. Pour la première fois depuis cette nuit de Noël fatidique, David sentit qu'il avait quelque chose de véritablement reconnaissant. Il n'avait pas retrouvé sa fortune, son statut social, son mariage ou sa relation familiale. Mais il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas avoir perdu, l'estime de soi authentique. L'homme qui avait poussé son père par terre était riche en biens matériels mais pauvre en caractère. L'homme qui nettoyait maintenant des bureaux la nuit avait perdu les possessions mais gagné en dignité personnelle. En quittant l'église à l'aube, David prit une décision qu'il envisageait depuis des semaines. Il n'essaierait pas de contacter son père directement, respectant les limites légales établies, mais il écrirait une lettre. Pas une lettre demandant le pardon ou implorant la réconciliation, mais une lettre de gratitude, le remerciant pour les leçons apprises, reconnaissant la justice des conséquences qu'il avait reçues et l'informant de la croissance personnelle qu'il avait réalisée. Une lettre que Michael pourrait lire ou ignorer,
mais que David devait écrire pour compléter son processus de transformation intérieure. Car il avait appris que la vraie maturité ne consistait pas à obtenir ce que l'on veut, mais à devenir ce que l'on est censé être. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, David était fier de ce qu'il devenait. La lettre que David écrivit aux premières heures du jour de Noël devint le document le plus important de sa vie. Elle ne fut pas écrite de manière impulsive, mais après des jours de réflexion minutieuse, de multiples brouillons et une honnêteté brutale envers lui-même qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il s'assit à la petite table de son appartement, entouré du silence de Noël d'un quartier populaire, avec une tasse de café bon marché et du papier simple acheté au magasin du coin. « Cher papa » commença-t-il, puis il barra les mots. Après 12 mois, il n'avait plus automatiquement droit à cette familiarité. « Cher Michael » écrivit-il finalement. « Je sais que je n'ai aucun droit de m'adresser à vous, et je respecte entièrement votre décision de ne pas avoir de contact avec moi. Cette lettre ne cherche ni réponse ni réconciliation. J'ai simplement besoin de vous dire quelque chose que j'ai appris durant cette année qui a changé ma vie pour toujours. » Et David écrivit pendant 4 heures, détaillant non pas ses souffrances ou ses pertes, mais son processus de croissance intérieure. Il décrivit son travail de nuit non pas comme une humiliation, mais comme une éducation à la dignité du travail. Il expliqua son modeste appartement non pas comme une punition, mais comme un apprentissage de l'autosuffisance. Pendant 42 ans, j'ai cru que je méritais tout ce que j'avais parce que j'étais votre fils. Maintenant, je comprends que je ne mérite rien simplement pour être né avec des privilèges. Le respect se gagne par les actions, pas par les noms de famille. La dignité se construit avec le caractère, pas avec des comptes en banque. Il décrivit comment il avait observé de loin son partenariat commercial avec Anthony, et comment il avait compris que son père avait trouvé la collaboration authentique qu'il n'avait jamais su offrir. Vous voir travailler avec Anthony m'a appris quelque chose de fondamental. Vous n'aviez pas besoin d'un fils PDG. Vous aviez besoin d'un partenaire qui vous respectait. Et je n'ai jamais été capable de l'être, car j'étais trop occupé à me sentir en droit de tout avoir sans avoir vraiment contribué à quoi que ce soit. La partie la plus difficile à écrire fut la reconnaissance complète de son comportement cette nuit de Noël. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Vous pousser par terre devant vos petits-enfants fut l'acte le plus lâche et le plus cruel de ma vie. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix conscient de privilégier mon image sociale à votre dignité. C'était une trahison pure, et cela méritait exactement les conséquences que j'ai reçues. David écrivit à propos de ses enfants, sur la façon dont il avait appris à apprécier leurs appels téléphoniques hebdomadaires plus que n'importe quelle réussite professionnelle antérieure. Jacob et Isabelle m'ont plus appris sur la maturité émotionnelle en ces 12 mois que je ne leur en ai appris durant toute leur enfance. Leur capacité à maintenir l'amour pour nous deux malgré mon comportement destructeur démontre l'éducation que vous leur avez donnée pendant des années, quand j'étais trop occupé par mon propre ego pour l'apprécier. Vers la fin de la lettre, David aborda l'avenir sans supplication ni attente. Je ne vous écris pas en espérant le pardon. Le pardon est quelque chose qui doit se mériter par des années de comportement constant, pas par de jolis mots sur du papier. Je n'écris pas non plus en espérant que vous changerez votre décision concernant notre relation. Je respecte entièrement votre choix et je comprends qu'il est juste et nécessaire. Je vous écris pour que vous sachiez que votre fils apprend enfin à être un vrai homme. À 43 ans, pour la première fois de ma vie, je suis fier de qui je suis, pas de ce que j'ai. Je travaille honnêtement. Je vis modestement. J'aime authentiquement mes enfants et je respecte profondément les gens qui m'entourent. La conclusion de la lettre fut la partie qui lui prit le plus de temps à perfectionner. Si nous ne nous reparlons plus jamais, je veux que vous sachiez que je suis devenu une meilleure personne grâce aux conséquences que vous avez imposées. Non pas malgré elle, mais à cause d'elle. C'est un cadeau plus précieux que n'importe quel héritage matériel. Vous m'avez donné l'opportunité de découvrir ma propre valeur, séparée de vos réussites et de votre générosité. Merci d'avoir été le père dont je n'ai jamais su que j'avais besoin, assez fort pour me laisser tomber quand c'était nécessaire, assez sage pour protéger mes enfants de mes erreurs, et assez juste pour me traiter exactement comme je méritais d'être traité. Avec un profond respect et un amour éternel, votre fils qui grandit enfin, David. Il scella la lettre dans une enveloppe simple et écrivit l'adresse de la maison familiale où il avait grandi. Il ne l'envoya pas immédiatement, mais la garda pendant une semaine, la relisant chaque soir pour s'assurer que chaque mot reflétait réellement ses sentiments. Le 2 janvier, il se rendit au bureau de poste et envoya la lettre en recommandé. 3 semaines plus tard, il reçut une réponse qui consistait en une seule feuille de papier avec l'écriture familière de son père.
David, j'ai reçu ta lettre et je l'ai lue plusieurs fois. Je suis heureux de savoir que tu vas bien et que tu grandis en tant que personne. Cette croissance est exactement ce que j'espérais qu'il se produise. Je ne suis pas prêt à reprendre une relation personnelle, et peut-être ne le serai-je jamais. Mais je veux que tu saches que je suis fier de l'homme que tu choisis de devenir. Reste sur cette voie. Michael. David garda cette réponse comme son bien le plus précieux. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une reconnaissance. Ce n'était pas le pardon, mais c'était le respect. Et pour la première fois depuis cette terrible nuit de Noël, David ressentit une paix complète. Il avait appris que certaines relations ne peuvent être réparées, mais que la croissance personnelle est toujours possible. Il avait découvert que l'approbation la plus importante est la sienne, et que la dignité authentique vient du fait de vivre selon des principes solides, et non de possessions matérielles. Son père lui avait enseigné la leçon la plus précieuse de sa vie en refusant de le sauver des conséquences de ses actes. Et David avait enfin appris à en être reconnaissant. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un « j'aime » à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires. Pour entendre la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.